Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous savez pourquoi je vous ai invité? Non. Je me suis dit, il n'a pas besoin de moi dans son plan en médias, son bouquin cartonne. C'est vrai. Et il vient de dépasser Valérie Trierweiler, d'ailleurs, vous le savez ça? Oui, je le sais depuis hier. Mais j'ai été très agacé de vous voir samedi soir chez Ruquier, sans arrêt, interrompu. Vous ne pouvez pas déployer, expliquer ce que vous avez voulu écrire à ceux qui vous écoutent. On vous interrompt sans arrêt. C'est agaçant. Et je me suis dit, moi, je vais laisser parler Zemmour. Je vous remercie. Oui, c'est quand même le minimum. Et à cet égard, je tiens à dire une chose publiquement. Vous êtes tous sauf un populiste. Vous avez plein de défauts, hein, mais vous n'êtes pas un populiste. Un populiste, c'est un simplificateur. C'est quelqu'un qui dit la France est en train de couler parce que, je sais pas, il y a trop de fonctionnaires. Alors, c'est un argument, mais il y en a d'autres. Alors que vous dites... C'est plus compliqué que ça. Votre livre, c'est finalement un éloge de la complexité. Il dit, c'est plus compliqué que ça. Vous avez raison. Ce qui m'amuse, c'est que j'ai écrit un livre qui raconte justement une histoire, effectivement, d'un déclin, d'une décadence, mais qui part de tous les côtés, qui part de chansons, de littérature, de théâtre, de cinéma, d'économie, de politique. Oui, bon. Et on me dit... Oh là là, mais vraiment, vous ne connaissez pas la complexité de l'histoire, etc. Ouais. Alors que je fais que ça. Ouais. Et que, justement, mes contradicteurs sont toujours dans la simplification et dans l'invective et dans l'anathème. C'est très étonnant. Je vais vous en faire écouter un juste pour le bonheur. On va écouter Laurence Parisot. On dirait que les trucs étaient écrits avant même qu'ils aient votre bouquin en ligne. Écoutez-la. Il a une telle façon de dire c'était tellement mieux avant. C'était tellement mieux dans les années 50, 60. C'était tellement mieux avant Dallas. C'était tellement mieux avant mai 68. C'était tellement mieux avant le féminisme, par exemple. C'était tellement mieux avant l'ouverture des marchés qu'il entretient une illusion de retour en arrière. Pour moi, c'est une définition claire et nette du populisme. Et voilà, Éric Zemmour, alors, vous êtes populiste. C'est intéressant, ça, parce que il faut si on a 2 minutes pour répondre à Parisot. Tant que vous voulez. Bon, parce que c'est sa diatribe est très révélatrice et ça va vous introduire votre sujet. De l'idéologie dominante parmi les élites. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en gros, c'était plus mal avant. Je pense que les Français pensent exactement le contraire, qui pensent eux que c'était mieux avant. Ils ont peut-être tort, moi aussi j'ai peut-être tort, mais en tout cas, si on l'entend, on n'a même pas le droit de le penser. Bon, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que Laurence Parisot? Vous vous souvenez quand on était jeunes, Eric, il y avait les marxistes nous avaient appris un truc qui était intéressant. Ils nous disaient d'où tu parles. Vous voyez, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elle parle? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'ancienne patronne du MEDEF, du patronat. Vous vous souvenez, elle avait dit cette phrase extraordinaire, elle avait dit après tout, l'emploi est précaire, il doit être précaire, comme tout est précaire aujourd'hui, l'amour, etc. Donc rien n'est sûr, tout doit être comme ça, évanescent. Et je me souviens, elle avait dit aussi, la seule fois où elle s'est opposée au gouvernement Sarkozy, c'est quand Guéant, vous vous souvenez, qui était ministre de l'Intérieur, avait dit faut arrêter l'immigration légale, il y en a trop, on a des problèmes de chômage, etc. Là, elle avait hurlé. Et cette femme, Laurence Parisot, est l'exemple même de l'idéologie libérale libertaire, c'est-à-dire pas de frontières pour les capitaux, pas de frontières pour les marchandises, surtout le grand marché mondial pour permettre à une petite élite de s'enrichir toujours plus, et en même temps, évidemment, le libertarisme, c'est-à-dire le soi-disant progressisme sociétal, féministe, avec le mariage homosexuel, etc. Toujours plus de droits pour l'individu roi. Mais pourquoi on donne toujours plus de droits à l'individu roi? Pour permettre à Madame Laurence Parisot de s'enrichir toujours plus. Parce que c'est le marché qui règne avec cet individu roi. Donc elle est exactement à la confluence de ce que je dénonce et de ce que détestent les gens. Depuis qu'on s'est pas vu, vous avez lu Marx ou quoi? Vous êtes devenu crypto-marxiste? Ah non, mais mon cher Eric, je vous assure, moi j'ai un ami qui m'a trouvé une très belle formule, vous allez voir. Il me dit, tu ne devrais pas dire que tu es marxiste, tu es marxien. Et vous allez voir, le distinguo est très intelligent. Vous avez compris. C'est-à-dire que Marx fait l'analyse du capitalisme mondialisé la plus intelligente qui ait jamais été écrite. Mais après, quand il va sur la prophétie, évidemment, c'est une catastrophe. Il faut distinguer tout le temps comme ça. Vous êtes bien conscient qu'après ces quelques minutes de convergence entre vous et moi, ça va être maintenant une pure boucherie. Vous êtes conscient? Parce que j'ai l'intention de vous accuser, mon cher Éric Zemmour. Après, j'ai pas lu la totalité, mais j'ai bien avancé dans votre suicide français. Je vous trouve optimiste. Je vous accuse d'être un optimiste. Vous prêtez trop aux Français. Les responsables du mal français, c'est pas Cohn-Bendit, c'est pas Veil, c'est pas Harlem Désir, Laurence Parisot.
ou Laurence Parisot. Et c'est pas non plus les gens que nous avons élus, Sarkozy ou Hollande. Ça, je suis d'accord. C'est ceux qui les ont élus. C'est nous. C'est les gens qui disent que vous êtes un populiste, c'est les gens qui ne comprennent rien à rien. C'est ce peuple totalement immature sur les questions démocratiques. D'ailleurs, quand nous avons été grands dans l'histoire, pardon, c'est pas quand nous avons élu un grand homme sur la base d'un grand programme. Nous avons été grands sous Louis XIV, voilà, hasard de la filiation dynastique. Nous avons été grands sous Napoléon Ier, coup d'État. Nous avons été grands sous De Gaulle, qui a émergé seul après avoir été ballotté pendant l'histoire. Nous avons été grands quand il y a eu un dictateur éclairé, pardon pour De Gaulle. J'ai compris. Ce peuple, un dictateur à la romaine, vous voulez dire, c'est-à-dire que le peuple réclamait en vérité. Bon, alors je vais vous dire. Pardon, je vous trouve non, mais trop gentil avec les 65 millions de Français. On va répondre. Parce que vous posez une question qui est intéressante et vous allez comprendre ma réponse et vous allez voir, on est en désaccord, mais en même temps, je pense notre dialectique va faire avancer la discussion. D'abord, je pense que le grand homme est aussi le produit de son époque. Ce n'est pas un hasard si le grand homme émerge. Et ce n'est pas un hasard s'il n'y a plus grand homme aujourd'hui. C'est parce que justement, la société empêche le grand homme de naître. Vous avez vu tout ce que j'explique sur la mort des pères, etc. Oui. Je pense que c'est pas un hasard si on peut plus avoir de père de la nation, puisqu'on n'a plus de père de famille. Premièrement. Deuxièmement, pour votre histoire c'est nous les responsables et non pas les élites. Vous avez raison sur un point. C'est-à-dire que je pense, et je le dis, vous savez, je me balade en province et je vais encore me balader beaucoup, et donc je rencontre les gens, et je leur dis à tous la même chose. Là où les gens sont responsables et coupables, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'une guerre idéologique a été menée victorieusement contre eux, contre le pays, et que ça leur passe au-dessus de la tête parce qu'ils ne s'en occupent pas. Mais il suffirait pour cela qu'ils lisent. Non, mais enfin, un journal anglais fait 100 pages. Nous lisons, nous sommes fainéants intellectuellement. Eric, enfin, ayez la dent plus dure avec, ceux qui... Non, ce qu'il y a, c'est que ils se sont désintéressés du débat idéologique et du coup, ils ont été complètement phagocytés par une petite minorité de gens qui les mènent par le bout du nez au nom des grands, vous savez, des grandes illusions lyriques qu'on aime en France, l'égalité, la générosité. Vous savez ce que Chesterton appelle les idées chrétiennes devenues folles. Vous voyez, l'universalisme, etc. Bon. Là, vous avez raison. Là où vous avez Pourquoi est-ce que ce discours à deux balles, ce oui-wisme intellectuel se répand chez nous et pas chez les autres? Alors, pardon, et une toute petite parenthèse. Les Britanniques, quand Churchill arrive au pouvoir, ce grand homme, c'est pas un hasard. Quand Thatcher arrive au pouvoir, cette grande femme, c'est pas un hasard. Quand Tony Blair arrive au pouvoir, ce grand homme, c'est parce que... Non, c'est parce que il a écrit, il a modifié le Parti travailliste sur la base d'un programme. Il a gagné la majorité au sein du Parti travailliste et il a été élu sur la base d'idées par des gens responsables. Et c'est grâce au peuple britannique que ces trois personnes et des tas d'autres sont arrivés au pouvoir. Chez nous, que dalle. Pardon. Mais l'immaturité des Français qui ont amené François Hollande au pouvoir sur la base de la taxe à 75%, et on pourrait dire la même chose de Sarkozy, je vous vois venir. Mais enfin, nous sommes globalement immatures. Alors, je peux répondre? Oui. Bon. Parce que là, je suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord, il faut arrêter de comparer les Anglais et les Français. Nous ne sommes pas Anglais. Ils ont des inconvénients, ils ont des avantages. Nous ne sommes pas anglais. On ne serait pas opposés pendant des siècles à l'Angleterre si on avait été anglais. Ça nous ferait pas de mal de l'être un peu de temps en temps. Et eux, ça leur ferait pas de mal d'être français de temps en temps. Donc, deuxièmement, quand vous dites, moi je ne suis pas d'accord avec Tony Blair. Tony Blair pour moi est un communicant uniquement doué, sinon ce n'est absolument pas un grand homme. Margaret Thatcher, en l'occurrence. Là, vous avez raison, c'est une femme vraiment déterminée, avec une aura, avec une persévérance. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est pas leur programme, c'est qu'ils ont été choisis par le peuple. Mais attendez. Dans les années 70, l'Angleterre était au fond du trou, beaucoup plus que nous. Nous, on avait eu la chance d'avoir le général de Gaulle et Pompidou, on était en haut. Eux, ils étaient en bas. Donc, si vous voulez, quand ils étaient en bas, la société en a eu assez et elle a suscité ce réveil. Vous mettez pas Giscard dans votre panégyrique? Non, Giscard a été une catastrophe pour moi. À part qu'il a plutôt bien géré avec Raymond Barre le pays, le budget était à l'équilibre par rapport à aujourd'hui. En revanche, pour toutes les réformes de société, il a été pour moi une catastrophe, le regroupement familial étant la pire de toutes. Vous avez vu qu'il est d'accord avec vous sur le constat, puisque dans une interview au Parisien lundi, il dit la France est entre le déclin et la décadence. Il est devenu zémorien, Giscard. Et il en est en partie responsable. Donc maintenant, on en revient à notre discussion d'origine. Ce que vous ne voulez pas voir, pardonnez-moi, c'est que en France,
nous sommes le pays qui a été façonné par l'État. Vous savez, c'est l'État qui a fait la nation, ce n'est pas la nation qui a fait l'État. C'est une grande différence avec l'Angleterre, avec l'Italie qui n'a jamais eu d'État, avec l'Allemagne, etc. Pourquoi je vous dis ça? Pour nous, l'État est déterminant. C'est-à-dire que quand l'État donne la direction, nous sommes comme ça, nous avons été façonnés par l'histoire. Je vous répète, Eric, nous ne sommes pas anglais. Ça, c'est ridicule de dire il faut devenir anglais, vous comprenez? Bon, l'État nous dirige. Nous sommes comme ça, c'est l'État qui nous conduit. Quand l'État nous conduit sur les chemins de l'abaissement, de la servitude et de la soumission aux choses et aux étrangers, aux puissances étrangères, etc., eh ben, nous sommes complètement perdus parce que notre État, vous l'avez dit, c'est Louis XIV, c'est Napoléon, nous sommes habitués aux grands hommes. Quand ils sont minables, eh ben, on est perdu. Deuxième grande accusation, je trouve que vous aimez trop le style. C'est formidable, le style. Moi, j'ai été comme vous. J'ai trouvé Napoléon Ier formidable, De Gaulle formidable. Et puis un jour, je suis devenu amoureux de l'efficience. On revient à mes anglo-saxons, pardon. Je suis amoureux de l'efficience et je me suis interrogé sur ce pays où vous parlez de l'État avec vénération. Ce pays qui aimait trop l'État. Peut-être que c'est une pathologie de trop aimer l'État. Hein, c'est tout dans l'État. Tout dans l'État, c'était inventé par France. Enfin, je veux dire, on peut aimer l'État régalien, mais pas le trop d'État. Nous avons 2 millions de fonctionnaires de trop. J'en ai marre de l'État. L'État est trop dans ma vie. Moi, vous confondez, comme beaucoup de libéraux. Si. Vous confondez, je veux dire, pas au sens intellectuel. Vous savez, vous mélangez, c'est ça que je veux dire. Exprès, l'État avec l'État-providence. Que vous me disiez que l'État-providence est trop gras, je vous dis oui. On discutera, oui. Mais sans l'État, la France se délite. Éric Zemmour. Pourquoi on le voit aujourd'hui. Pourquoi vous ne passez pas au vrai moderne, au vrai transgressif? Je vais vous donner des exemples. Napoléon III. Je vais vous donner un autre exemple. Dans les années 60, si c'était Pinay qui avait eu le pouvoir et pas De Gaulle, j'en sais rien. Et si finalement le devenir de la France avait été empêché par ces grands monarques entre guillemets de notre histoire, du roman national, qui finalement ont été plus des accidents qui nous ont empêchés. Mon cher Brunet. Voilà. Parce que vénérer De Gaulle, vénérer Napoléon Ier, ça n'a qu'un sens. Napoléon III oui. n'était pas un libéral comme vous. Non. Sachez que, à part le traité de libre-échange avec l'Angleterre, c'est une politique colbertiste, étatiste, où l'État a un pouvoir important, mais simplement modernisateur, industrialiste, avec la banque, avec la FIP et compagnie. Oui, avec la banque. Mais ne croyez pas que qui finance les voies ferrées, la modernisation de l'État. Oui, mais c'est l'État qui leur dit de faire ça. Oui. Donc, ne croyez pas que ce fut un libéral. C'est faux. C'est au contraire un saint-simonien, vous savez bien. Enfin, je sais pas, on va pas faire un cours d'histoire, mais deuxièmement, c'est une époque où l'argent français irrigue dans le monde entier. Ce que je veux vous dire, c'est que on a sous d'ailleurs l'influence de Brunet. Je plaisante, mais je veux dire... Vous me prêtez beaucoup. Non, je plaisante avec vous, vous avez compris. Sous l'influence des libéraux, on a désarmé l'État là où il ne fallait pas le désarmer. Et par exemple, si vous voulez, je vous donne un exemple très simple. Ne parlez pas de l'école, hein. Non, pas du tout. Je vais vous donner un exemple économique, puisque vous étiez dans l'économie. Quand on fait les privatisations, a priori, moi j'ai rien contre les privatisations, c'est plus souple, c'est tout ça, etc. Sauf que on fait des privatisations, vous vous souvenez d'une des noyaux durs qui vont se défaire, etc. On fait les privatisations sans faire les fonds de pension à la française. Le résultat, c'est qu'on jette le capitalisme français qui était adossé à l'État, qui était protégé par l'État, dans la compétition mondiale, sans armes. Sans argent, il devient une proie et ils vont être, toutes les grandes entreprises du CAC 40 vont être achetées. Ce que je veux dire, je finis. Pourquoi? Non, mais attendez, je vous rends la parole. Pourquoi? J'ouvre une parenthèse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de capitalisme français, parce que votre ami Karl Marx a impacté trop violemment la pensée française au XXe siècle et qu'il y a un tabou autour des, il n'y a pas de fonds de pension, de fonds d'investissement français. Il n'y a pas de fonds d'investissement français. Pourquoi? Parce que le capitalisme est sale. Non, parce que la France est un pays de paysans qui n'aiment pas. C'est culturel. Mais oui. Eh bien non. Vous devriez lire de Suzanne Berger La première mondialisation, magnifique petit opuscule, grand bouquin. Avant 14. Oui, avant 14. Mais nous étions les virtuoses du capitalisme mondial. Finance français. Mais pas l'industrie déjà. On est déjà en retard sur l'industrie, Eric. Et deuxièmement, ce que je veux vous dire, vous m'avez pas laissé finir. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a pris les défauts des autres
les défauts du libéralisme sans prendre les qualités. C'est ça que je veux vous dire. On a renoncé à notre modèle sans aller au bout de la conversion. Moi, je crois qu'on ne peut pas, il faut retrouver notre modèle avec ses avantages. Oui, mais De Gaulle et Napoléon Ier ne pourraient pas sauver la France en 2014. Qu'est-ce que vous en Il savez? nous faut des modernes, des réformateurs. Mais il nous faut ça des veut gens, rien des dire, transformateurs. Non, il ça faut veut rien dire. Vous vous alignez sur Parisot, Eric. Vous vous alignez sur Parisot. Mais oui. À part qu'elle vous déconsidère, elle m'est pas totalement désagréable. Ben oui, mais pourtant, elle, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que Marcel Gauchet a une très jolie formule. Il dit, on nous a appris à détester tout ce qu'on aimait et à aimer tout ce qu'on détestait. On aimait l'assimilation, on nous a appris à aimer le multiculturalisme qu'on déteste et qu'on vomit. On aimait l'État, on nous l'a appris à le détester et en plus à dépendre de lui encore plus qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un masochisme français, c'est une pathologie de chez nous. Ça. Exactement. Pourquoi? Et j'en viens à mon thème, c'est que je pense que toutes les dérives que je décris existent dans l'Occident, aux États-Unis, en Angleterre. Il y a une seule différence, c'est que chez nous, les élites haïssent le peuple. On voit bien avec Parisot. La seule insulte qu'elle trouve, c'est populiste. Mais je m'en fous qu'elle me traite de populiste. Les populistes, au départ, c'était des gens qui étaient proches du peuple. Il n'y a pas de honte à être proche du peuple. Alors, c'est Éric Zemmour, il est 13h27. Dans un instant, David et Michel m'appellent, l'un d'Indre-et-Loire, l'autre de Paris. Ils seront avec nous, ils souhaitent intervenir dans ce débat. Camille, comment est-ce que ça vote? Alors, je rappelle que pour toi, Éric, Éric Brunet, les responsables du déclin français sont les Français eux-mêmes, alors que Éric Zemmour, lui, de son côté, dénonce plutôt les élites. Eh bien, vous votez carrément Brunet ou carrément Zemmour. C'est très simple. Ta petite tête, tu vois, t'es un petit peu rose au niveau des joues. Tu vas m'annoncer que ça vote plus pour Zemmour que pour moi. Je cache pas, je te le dis vas-y, même, dis-le franchement. Si tu le dis à ce micro, t'es viré, de toute façon. Je le dis parce que je le dis, voilà, c'est ça. Vous êtes 70% à voter carrément Zemmour pour l'instant. C'est pas grave, mais Eric, le championnat se joue sur une année. Tu n'as pas encore perdu. Tu as jusqu'à 14h. Vous avez jusqu'à 14h pour voter. Vous êtes toujours un fan de foot. Et par SMS. C'est vrai qu'elle avait un petit air. Elle était un petit peu gênée. Elle était un peu gênée comme elle travaille avec moi. Elle osait pas trop le dire. Allez, à tout de suite avec David, Michel, Éric Zemmour et mon invité. RMC, Carrément Brunet. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Mesdames, Messieurs, mon invité est Éric Zemmour. Il publie Le suicide français chez Albin Michel, livre qui dépasse dans les ventes l'ouvrage de Valérie Trierweiler. Ce n'est pas la moindre de ses satisfactions à Zemmour. Les responsables du déclin français, mesdames, qui sont-ils? Zemmour pense que c'est essentiellement les intellectuels, les politiques, ceux qui ont accès aux médias depuis 30, 40 ans, et en particulier peut-être depuis 68. Je pense au contraire que nous sommes les principaux responsables, nous, et notre immaturité de citoyens, d'électeurs. Et à cet égard, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre sentiment. Vous votez, c'est gratuit sur rmc.fr. Est-ce que vous êtes sur cette question plutôt zémourien ou brunettien? Pour l'instant, c'est Zemmour qui l'emporte. Ma foi, je joue à domicile. C'est une humiliation, mais continuez comme ça. David et Michel ont fait le 32-16. Ils souhaitent intervenir. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes zémourien ou brunettien aujourd'hui, mon cher David? Ah, moi, je suis depuis très longtemps très zémourien. Ah ben voilà, il est là. Expliquez-moi, vous estimez que on est victime de nos élites, quoi. Nous, les bons moutons, eh bien, nous nous laissons berner par nos élites. En fait, c'est pas tant qu'on se laisse berner, mais c'est que je pense que, comme le disait il y a peu Éric Zemmour, c'est-à-dire que je pense que les élites de notre pays, qu'elles soient culturelles, économiques, etc., ont toujours eu au mieux une méfiance, au pire un mépris à l'égard du peuple français, et qu'elles n'ont, j'ai l'impression, jamais digéré la souveraineté populaire issue de 1789. Et je trouve que finalement, disons, le moyen ultime et le plus efficace que ces élites ont trouvé est l'Europe technocratique. Et finalement, ces élites ont transformé le peuple français qui, naguère, tout en aimant l'ordre, avait un tempérament plutôt impétueux, ont transformé en un peuple, je dirais, docile à travers une biculturation orchestrée à travers l'école, disons, je dirais, lui ont ôté tout idéal en détruisant le roman national et ont aussi écrasé toutes ces velléités. C'est un bébé Zemmour, lui. Ouais, c'est un bébé. David, 22 ans, Indre-et-Loire, étudiant, 22 ans. Ouais. Il est formidable. Ouais. Je vais vous dire, il a tout compris. Je sais pas s'il m'a lu ou si il m'a pas lu, mais non, peu importe. Il lit Brunet, en général. Tout cas, bravo, vous avez tout compris. Non, Éric, je voulais vous dire, Éric Zemmour, petite parenthèse, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes tout à fait dans la lignée de ce journalisme à la française. Vous êtes l'héritier de François Mauriac et continuez comme ça. Merci. Et c'est formidable. Et je voulais juste finir. On a aussi
fouler au pied toutes les révoltes démocratiques du peuple français. En témoigne le référendum en 2007 avec la Constitution française. Et contrairement à ce que dit François Hollande, nous ne sommes pas un peuple de sans dents, nous sommes un peuple de sans voix, à qui on a ôté la voix. Et je dirais qu'à travers... David, David, je vous entends, c'est très intéressant. Et bravo pour ce petit compliment à l'ami Zemmour, ça lui fait du bien. Ça me fait grand plaisir. Maintenant, je vais me permettre de vous répondre, juste sur un truc. Alors nous serions, comme ça, des citoyens dignes de ce nom, hein, n'est-ce pas, des électeurs dignes de ce nom, mais bernés par une élite qui nous méprise. Je trouve que c'est un joli dessin animé, mais que ça reflète pas la vérité. Je vais répondre. Oui, alors réponds, après j'ai mon argument suprême. Vas-y, allez-y. Non, vas-y. Parce que vas-y. Ça demande un peu de réflexe, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ce jeune homme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'appelle, moi, les 3D. C'est-à-dire déconstruction, dérision, destruction. D'abord, dans les années 50-60, théorie, philosophie de grands intellectuels, tout est social, tout peut être déconstruit, toutes les structures traditionnelles peuvent être déconstruites, d'accord? En fait, sont toutes des structures, selon eux, de répression, etc. Donc la famille doit être jetée aux orties, la prison, l'État, la nation, etc. Puis dérision, et je raconte dans le livre, vous avez vu, Eric, par exemple, Coluche, qui est le plus grand comique de l'après-guerre avec une force comique inouïe, mais qui est en même temps l'agent de cette destruction de la société qui se prépare et qui vraiment 68 hardise tout le pays. Puis la destruction, on est en plein dans la destruction. Et là où le jeune homme a tout à fait raison, c'est que on a petit à petit débranché, si vous voulez, la souveraineté populaire. Comment on l'a fait? D'abord par la déculturation, avec l'avilissement de l'école, puis par l'immigration, où une immigration trop massive a complètement détruit l'unité du peuple, et enfin, effectivement, parce qu'on a débranché les tuyaux de la souveraineté populaire et nationale, c'est-à-dire qu'avec l'Europe, on a donné le pouvoir à une oligarchie, le peuple peut très bien s'exprimer, quelle que soit son expression. On s'en fout en vérité. Vous savez, lors du référendum de 2005, Juncker, vous savez, le luxembourgeois qui est devenu président du Conseil européen, il avait une formule très drôle, et en même temps très cynique. Il disait, si le peuple français vote oui, sous-entendu, à la Constitution, vous savez, Giscard, vous vous souvenez, eh ben, on continuera. Et si jamais il vote non, eh ben, on continuera. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Bon, encore une fois, vous prêtez trop aux Français, à mon avis. Ça s'adresse également à David. Je prête pas du tout. Pardon, Eric. Mais n'importe quel candidat à l'élection présidentielle en 2017 qui viendrait dire, mesdames, messieurs, j'ai fait mes calculs. En fait, il faut partager le travail. Et donc, chaque Français aura désormais 28 semaines de congés payés. Je force le trait exprès. Va recueillir 70%. 4. Si, il y a une immaturité des électeurs français. Admettez-les. Non. Comment avons-nous un corps social aussi archaïque? Comment avons-nous des syndicats aussi sots? Vous le savez très bien. Comment pouvons-nous travailler 1600 heures par semaine, être le seul peuple parmi 200 sur la planète qui travaille aussi peu? Comment pouvons-nous nous conforter dans ce... Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Donc tout ce qui est arithmétique, vous qui êtes un journaliste, on travaille plus que les autres, peut-être? J'ai pas dit qu'on travaillait plus que les autres. Mais non. On n'est pas le peuple qui travaillons le moins de la planète? Attendez. Non, mais répondez à cette question. Je réponds. Les chiffres sont, il faut distinguer la quantité de travail. Moi, je suis contre les 35 heures. Donc, oui, on est pas la question. Bah, si, c'est important. Je vous demande si on est le peuple qui est, non, on n'est pas le peuple qui travaille moins. Qui travaille moins que nous? Qui travaille moins que nous? Je vais pas me comparer des chiffres à 300, à 30 heures, etc. Je me mets à vous parler comme Léa Salamé. Voilà, comme Émeric Caron, le statisticien fou. Non, mais arrêtez. Mais ce que je veux dire, mais dites un peu de mal des Français, ça va leur faire du bien. Mais faites-le. Ils le méritent. On le mérite. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous parlez comme un politique. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'estime aujourd'hui que le peuple français pense des choses et les élites ne suivent pas. Et les élites ne veulent pas suivre et l'Europe est une machine à cadenasser, justement à rendre impossible les volontés du peuple français. Nous sommes, je vous ai dit depuis le Eric, début vous de l'avez l'émission... déjà dit ça, je voudrais que vous répondiez sur une question très importante, oui ou non, n'importe quel démagogue qui vient nous parler des 75% de taxation sur les plus riches, qui vient nous dire il faut embaucher 60 000 nouveaux profs à l'éducation nationale, ainsi l'école ira mieux. Nous faisons berner. Il n'y a qu'un peuple au monde qui se fait berner dans les grandes largeurs tous les 5 ans, c'est les Français. J'ai pris l'exemple britannique tout à l'heure.
pour vous dire que quand ils ont voulu Thatcher, ils ont eu Thatcher. Quand ils ont voulu Blair, que vous l'aimiez ou pas, ils ont eu du Blair. Et alors ? Nous, quand on veut du Hollande, on n'a pas du Hollande, on a un ersatz qui change de politique au bout de 2 ans. Justement. Et sur Sarkozy, probablement la même chose. Eric. Nous faisons berner à chaque fois, car nous sommes immatures. Immatures. Non. François Hollande n'a pas été élu sur son programme. Oui. Il a été élu pour renvoyer Nicolas Sarkozy. Les gens ont pris François Hollande pour renvoyer Sarkozy. Bon, premièrement. Deuxièmement. C'est un raccourci, ça. Non, c'est pas un raccourci, c'est un fait. Quand Thatcher est élu, on peut imaginer également qu'elle est là pour remplacer son prédécesseur travailliste qui faisait n'importe quoi. Mais non, c'est pas le problème. C'est de la psychologie de bazar, Eric. Non, je vous assure que non. Deuxièmement, quand vous dites les 75%, on est un peuple immature, non. On est simplement un peuple avec une tradition sociale. Vous savez, depuis la monarchie française était une monarchie paternaliste, c'est-à-dire qui protégeait les faibles, contrairement à la monarchie anglaise, qui était très dure, sous Louis XV par exemple. L'armée a tiré très peu sur le peuple, alors que vous voyez, dans la même époque, l'armée anglaise tirait en permanence sur le peuple. D'ailleurs, si vous voulez... Si c'est pour réhabiliter la monarchie modèle Bourbon, moi je suis d'accord. Ce que je veux vous dire, c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début. C'est que ça, je pense, mais je peux me tromper. Je pense que ça ne sert à rien de se comparer aux autres et que, au contraire, ça a été une catastrophe depuis 40 ans. Ça a été un moyen de détruire l'esprit français. Vous comparez les époques, moi je compare les pays. Oui, moi je crois qu'il vaut mieux comparer les époques que les pays. Parce qu'il y a une âme française. Alors donc vous qui êtes en voie de marxisation, mon cher Éric Zemmour, vous n'avez rien à dire sur le discours syndical abétissant, qui est probablement le discours le plus oui-ouiste du corps social, de tous les corps sociaux du monde. Éric Brunet. Les syndicats français sont archaïques, dites-le. Éric Brunet, nous avons les syndicats français les plus faibles du monde. Oui. Les syndicats dans la mondialisation n'ont plus de pouvoir. Les syndicats allemands, les syndicats anglais sont aux bottes du patronat. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le discours archaïque. Mais oui, le discours archaïque des syndicats. Vous savez, vous connaissez la phrase de Warren Buffett, le grand milliardaire américain, qui disait: la lutte des classes existe et les riches l'ont gagnée. C'est aujourd'hui, la mondialisation a permis à une élite mondialisée, on parlait de Parisot tout à l'heure, de se détacher complètement des peuples et de se mettre à l'abri de toute révolte pour s'enrichir au-delà de toute imagination. Bon, Michel m'appelle il est publicitaire de Paris. Michel, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien, mon cher Michel? Très très bien, qu'il est rafraîchissant de vous entendre. Ah, vous êtes brunettien ou zémourien, vous? Oh, je suis carrément brunet et pas du tout carrément fada. Bon, sur cette question-là, vous pensez que nous sommes victimes de nos élites? Je pense que mon cher Zemmour a un petit problème, c'est qu'il confond élite et oligarchie. Je crois que c'est son problème. Expliquez-moi, expliquez-nous. Moi aussi, j'aimerais bien comprendre. L'oligarchie, vous savez ce que c'est. Vous êtes passé par Sciences Po. Et d'ailleurs, dans le petit topo qui est passé à l'antenne, vous avez dit que vous avez passé le concours de l'ENA, vous avez réussi l'écrit et vous avez échoué à l'oral. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, oui, absolument. Oui, vous l'avez passé 2 fois à l'ENA et vous avez passé 2 fois. Absolument. 2 fois. Donc c'est un petit peu malhonnête journalistiquement. Bon, et puis je Qu'est-ce qu'il y a de malhonnête là-dedans? Voilà, je vais vous dire qu'en tant que... Qu'est-ce qu'il y a de malhonnête, monsieur? Vous avez dit qu'une fois. Mais j'ai jamais, mais vous dites n'importe quoi, j'ai jamais dit une fois. Ségolène Royal a réussi le premier coup. Non, mais c'est pas grave, Michel. Il a dit, effectivement, j'ai raté l'ENA à l'oral. Ah ouais, une fois. Ah non, il a pas dit une fois, mais bon, on peut... Ah, une fois, deux fois, enfin bref. Suivant, Michel, vous m'aidez pas tellement dans mes arguments, là, parce que vous tapez sous la ceinture. Vous tapez sous la ceinture, c'est pas honnête. Non, c'est pas sous la... Bon, allez, suivant. As-tu une ceinture, au moins? Bon, je tape pas sous la ceinture, comme vous dites. Moi, je vous dis qu'il confond l'oligarchie avec les élites. Exemple. Enfin, les élites, explicité. Comme disait Pareto, les élites, il y a une circulation des élites. Les élites actuellement, là, principalement, ce sont les journalistes maintenant qui ont pris le pouvoir.
Ce sont les journalistes. Alors, entendre dire un monsieur Zemmour dire actuellement la France est en décadence, il a plus droit à chapitre. On l'entend sans cesse. Je comprends l'argument de Michel. Bon, il est recevable. Ne m'interrompez pas, Ah bon, je vous interromps pas. Vous êtes gentil, merci. Voilà. Et puis bon, c'est assez étonnant de voir que il est en tête de vente de bouquins avec Valérie Trierweiler. Quel beau couple! C'est là où on se dit que la France est devenue, les Français sont devenus bizarres quand même, sont devenus vraiment bizarres. Acheter du Zemmour et du Trierweiler en priorité, oula, il y a un problème. Qui relève de Sainte-Anne, à mon avis. Ouais. Sincèrement, ça relève de Sainte-Anne. Mais vous devriez, Michel, vous faites feu de tout bois et on comprend pas vraiment votre argument fort. Vous me desservez, mon vieux Michel. Je ne pense pas que la France soit décadente. Soit décadente. Non. Chaque siècle, il y a eu des Zemmour pour dire le siècle précédent était meilleur, bien meilleur. À chaque fois, sans cesse, c'est récurrent ça. Alors, Eric, réponse. Écoute, je suis, Charles Michel, abasourdi par autant de lieux communs. Donc là, je vous avoue que répondre. Je ne vois pas le rapport avec Valérie Trierweiler. Je ne vois pas le rapport, la différence entre oligarchie et élite. Je sais très bien la différence. Que je fasse partie des élites médiatiques. Il dit une chose, c'est que vous êtes l'oiseau de mauvais augure rituel, habituel, qui dit c'était mieux avant. Mais je ne suis pas l'oiseau de mauvais augure. Vous savez, des millions de Français pensent comme moi, c'est tout. Et simplement, j'essaye d'expliquer les causes de la décadence française. Maintenant, si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Vous avez le droit, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce ton condescendant et assez ridicule. Il faut bien le dire. Il vous aime pas. Je le soupçonne de pas vous aimer, Michel. Dites-moi, Eric, l'Europe, c'est formidable. Tout va mal en France. Heureusement, nous pourrions un jour confier le destin du pays en mandat de gestion à Bruxelles. J'en rêve, moi. Voilà des vrais réformateurs. Voilà des gens qui nous feront progresser. Voilà des gens qui aiguillonnent de temps en temps Manuel Valls, François Hollande et l'exécutif français sur le thème « Bougez-vous un petit peu et essayez de réformer ce pays qui s'encroute, qui s'enquiste et qui meurt. » C'est très intéressant votre point de vue parce que je pense que c'est le point de vue justement des élites libérales françaises. En tout cas, c'est pas le point de vue des Français. Non, pas des Français. Qui vomissent comme il se doit. Mais ils ont bien raison. Ils ont raison. Excusez-moi, on a forgé 1000 ans la nation française, c'est pas pour finir entre les mains de 3 technocrates apatrides qui ne se sont élus par personne. C'est bien parfois un technocrate d'avoir des hommes de dossier. Mais bien sûr, mais je crois que lors du débat sur Maastricht, Philippe Séguin avait une formule magnifique qui s'est révélée exacte comme tout son discours de l'époque. 1992, il parlait de Maastricht, ce sera l'anti-1789. C'est-à-dire qu'effectivement, les élites ont trouvé le moyen absolument génial de définitivement débrancher la souveraineté nationale et populaire. Et donc, quand vous dites c'est très bien, Bruxelles va régler tout ça, c'est une démarche typique des élites françaises depuis à peu près 2 siècles qui dit il faut trouver des étrangers parce que ce peuple français est vraiment insupportable et il faut des étrangers pour le mater. Alors ça a été l'anglais, ça a été l'allemand, ça a été l'américain et maintenant c'est le bruxellois. Moi je pense que, et c'était la démarche du général de Gaulle, c'était la démarche d'autres avant lui, il faut justement trouver dans le peuple français des éléments pour aller au-delà des petits intérêts personnels. On les cherche depuis des décennies, on les trouve pas. On les trouve pas. Il y a personne. Il y a personne. Il y a personne et nous sommes victimes de la doxa de la CGT. Non, tout le temps aussi. Le corps social qui donne sa lecture des choses. Quand je dis CGT, vous avez compris. Non, on entend bien. Mais en fait, la CGT et par là même le monde syndical qui n'est rien arithmétiquement. Eh bien, sauf qu'on n'est pas dans l'arithmétique. Il a aujourd'hui, à travers les médias, il a le point final. Il a le final touch sur tout.
Surtout. Pardonnez-moi, Surtout. Eric, vous avez tort. Surtout. Vous avez un jugement qui est suranné. Aujourd'hui, les syndicats ne représentent rien. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est Pourquoi n'arrive-t-on pas à réformer ce pays? Parce que moi, je rêve de la réforme. Le mot réformer ne veut plus rien dire. Rendre la chose publique efficiente. Rendre la chose publique efficiente. Mieux utiliser vos impôts, Zemmour. Réformer aujourd'hui, ça veut dire le collégien français, c'est celui qui coûte le plus cher aux contribuables du monde. Brunet, c'est celui qui coûte le plus cher. Oui. Est-ce qu'on s'y retrouve? Non mais moi, si vous attaquez l'éducation nationale, je suis votre homme. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Elle est trop coûteuse. Je parle même pas de contenu. Elle est trop coûteuse. Mais elle est trop coûteuse parce qu'elle est de plus en plus mauvaise. C'est ça le problème. C'est pas l'inverse. En revanche, là où vous avez tort, c'est qu'aujourd'hui, le problème n'est pas les syndicats, le problème n'est pas les blocages sociaux. C'est que simplement, on vit dans une période de réaction, c'est-à-dire que la mondialisation et le chômage de masse donnent les clés au patronat et aux élites bourgeoises, et que donc elles permettent ce que vous appelez réforme, ça veut dire régression sociale. Je comprends que les gens ne soient pas enthousiasmés par vos réformes. Non, ce que j'appelle réforme, c'est puisque nous sommes le peuple du monde qui donnons le plus d'argent pour financer un collégien ou un lycéen, eh bien que nous ayons la meilleure école. C'est ça s'appelle l'efficacité, l'efficience. Voilà. Or, nous avons la plus mauvaise. Voilà. Il faut donc des réformes. Pratiquement, on est dans le dernier tiers. On avait la meilleure il y a 40 ans, une fois de plus. Et l'empereur du Japon dit à son ministre de l'instruction publique en 1910, copier l'école française. Voilà. On est bien d'accord. Camille, ça vote comment? Alors, qui sont les responsables du suicide français? On vous pose les questions. Est-ce que vous êtes plutôt brunettien ou plutôt zémourien? Je sais, j'ai compris, Camille. Si vous votez pour Brunet, c'est que vous pensez que ce sont les Français eux-mêmes les responsables. Si vous votez pour Zemmour, c'est que vous pensez que ce sont les élites. Eh bien, vous êtes plutôt zémourien pour l'instant à 68%. Oh, t'as gagné 2%. Tout de suite. Si vous avez raté quelque chose, RMC a tout prévu. Tous les jours s'écoutent aussi en podcast sur les applis et sur rmc.fr. Allez, Camille, les messages, s'il te plaît. Alors, je vais commencer avec un petit message, mais anonyme sur rmc.fr. Eric, alors je pense que c'est Éric Brunet qui s'adresse. Le peuple subit depuis 40 ans des politiques et plus largement des élites qui croient savoir ce qui est bien pour lui. Depuis mai 68, pour les mœurs et le regroupement familial qui a été le top départ de la destruction de l'identité nationale française, les bien-pensants n'ont eu de cesse, au nom de la modernité entre guillemets et de l'ouverture au monde, que de vouloir détruire l'ADN de notre peuple. Donc là, je pense que c'est un message plutôt zémourien pour le coup. Voilà. Oui. Delerme nous écrit pour nous dire bonjour Monsieur Brunet, je suis très souvent en accord avec vous, mais ce jour un petit peu moins. Désolé Eric, je l'ai lu. J'ai pas fait attention au sens. C'est un complot. C'est un complot zémourien. Il le dit qu'il est souvent d'accord quand même en accord avec toi d'habitude. Les Français ne sont pas seuls responsables. Alors certes, ils votent pour les politiques, mais ils ne le font pas pour les élites, qu'elles soient administratives, médiatiques ou intellectuelles. Depuis 4 décennies, certains détricotent les valeurs et fondamentaux de notre beau pays. Et je ne sais pas pour combien de temps ça va durer encore ce déclin et la traversée du désert qui suivra. Mais bon, je reste optimiste car après la pluie vient le beau temps, bien évidemment. Elisabeth nous dit... J'ai voté Zemmour, mais vous avez raison tous les deux, attention, dans le sens où... Elle est gentille, Elisabeth, elle ne veut pas nous fâcher. C'est une radicale socialiste à l'ancienne. C'est la ratsoc, ouais. Elle nous dit vous avez raison tous les deux dans le sens où beaucoup de Français se font manipuler par les élites. Nous sommes tous bons pour entrer dans des sectes. D'ailleurs, je me demande parfois, même si je suis normale, vu que j'essaie de réfléchir, nous dit Elisabeth, c'est compliqué. Julien nous dit je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Zemmour. Nos qualités, nos élites, quasi toutes issues de l'ENA sont responsables de la situation de la France. Ah bah non, il est plutôt zémourien alors. Ouais. Les Français n'ont malheureusement aucun choix politique possible puisque ce sont les énarques qui votent les lois qui régissent les règles. Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, carrément Brunet, Éric Brunet. On était en train de discuter avec Éric Zemmour, mon invité, sur la nature des messages qu'on recevait. Et c'est vrai que j'étais en train de dire, les gens ont envie de fond, hein. Et c'est pour ça que j'ai reçu beaucoup de mails ce matin qui disaient n'interrompez pas Zemmour, écoutez-le, faites un vrai débat. Et c'est vrai, ils sont agacés quand vous interrompez tout le temps, hein. Vous avez conscience d'être devenu quelque chose de plus important qu'une plume, qu'un journaliste ou même qu'un écrivain? On a l'impression qu'autour de vous s'agrègent beaucoup de gens qui sont mécontents, qui estiment ne pas être représentés dans le bal médiatique. Vous avez raison, je suis
un petit peu, c'est difficile de parler de soi évidemment, mais un peu un porte-voix des sans-voix, quoi. J'ai compris ça au fur et à mesure. Mais vous savez, j'essaye moi de m'abstraire de tout ça, de réfléchir. Vous avez lu les 3/4 du livre. J'essaye vraiment de réfléchir par moi-même, de raisonner avec mes lectures, etc. Et ensuite, je m'aperçois qu'effectivement, là vous avez raison, qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que j'écris et dans ce que je dis. Et je pense que c'est pour ça la réaction. Vous avez ouvert l'émission avec la réaction violente de Parisot. Je pense que ça explique la violence de la réaction de ces gens-là. Jadis, Éric Zemmour, vous étiez un homme de droite. Aujourd'hui, la nostalgie vous amène presque à regretter la gauche du programme commun, quoi. Non. Vous avez lu mon éloge de Georges Marchais. De Georges Marchais, tout à fait. Et reconnaissez, j'ai fait ça évidemment par goût du paradoxe, mais reconnaissez que le texte se défende et que tout à fait. Et que Marchais avait des intuitions, qu'il avait compris la désindustrialisation, l'utilisation de l'Europe, l'immigration, la nécessité de produire français. Oui, absolument. Ouais. Reconnaissez qu'il y avait eu des intuitions. Alors il exprimait peut-être mal, mais c'était intéressant ça dessus. Et en 80, c'était pas mal. Bon, mais non, c'est pas ça. J'essaye, je vous assure. Je pense que c'est là notre point de désaccord, mais je pense que vous comprenez aisément ce que je dis et vous pouvez l'admettre. On avait un modèle. On a un génie français, il y a une âme française, avec ses qualités, ses défauts, on est bien d'accord. Hein. C'est pas le mot. Je dis pas que la France est le summum de l'humanité, c'est pas du tout ce que je dis. Mais on avait un modèle qu'on a détruit, qu'on a comme j'ai dit, déconstruction, dérision, destruction, et on est incapable de prendre un autre. C'est ça notre désaccord. Et l'entre-deux est mortel. C'est l'entre-deux qui nous tue. C'est qu'un jour, on va vous dire, il faut le modèle allemand. Après, on va vous dire, il faut le modèle japonais. Après, on va vous dire, il faut le modèle suédois. Vous voyez? Non. Moi, je voudrais qu'on retrouve le modèle français, mais qu'on l'assume. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était Éric Zemmour qui souhaiterait qu'on retrouve le modèle français. Je vous rappelle qu'il vient de publier il y a quelques jours Le Suicide français chez Albin Michel. Gros ouvrage, 40 ans de déconstruction française passé au crible. C'est 3 ans de travail, ça. C'est 3 ans de travail. 3 ans de travail, voilà. Merci en tout cas, Éric Zemmour. Mais c'est moi qui vous remercie. Un bonheur de vous entendre finir une phrase parce qu'on vous laisse pas les finir en général. C'est un bonheur pour moi. Bon, Camille, voilà. Stop, il est 13h57. Vous arrêtez de voter, mesdames, messieurs. Camille, on va la jouer à la nord-coréenne. J'ai donc gagné à 94%, Camille, c'est ça? Non, désolé, Eric, on est en démocratie. Eh bien non, finalement, c'était pas vraiment une surprise. Mais c'est Zemmour qui a gagné à 74%. Vous êtes quand même 74% à avoir voté. Carrément Zemmour et à penser que ce sont les élites, les responsables du déclin du suicide français. Je partais avec quelques buts contre moi, parce que dire à ceux qui nous écoutent, le problème c'est vous. C'était un peu iconoclaste. C'était osé, c'était audacieux, c'est bien, Eric. Merci Éric Zemmour, merci beaucoup. Merci à vous.